Habitat de demain. Itinéraire bis, dimanche à 10h45 sur Public Sénat. Bonjour et bienvenue à Bruxelles, au cœur du Parlement européen, pour ce nouveau numéro d'Europe Hebdo. Et sur ce plateau, dans quelques instants, nous allons parler du dumping social. On connaît le phénomène des plombiers polonais, mais il y a aussi des chauffeurs routiers polonais. Ils sont très nombreux sur les routes de notre continent. Reportage dans un instant. Mais d'abord l'actualité. Les Européens et le Fonds monétaire international ont volé au secours de la Grèce, qui était une fois de plus au bord du gouffre. Mais cette aide va-t-elle suffire? C'est la question de la semaine. La Grèce attendait depuis 6 mois l'aide promise par ses partenaires. Asphyxiée par sa dette, elle a besoin d'argent frais pour payer ses fonctionnaires, ses retraités et faire tourner l'économie. Les réunions se succèdent à Bruxelles. En vain, les bailleurs de fonds d'Athènes échouent à régler le casse-tête grec, laissant le pays au bord de la faillite. Et puis le 26 novembre, les créanciers de la Grèce reviennent au chevet du malade. 13 heures de discussion intense, difficile. Et au bout de la nuit, surprise, un accord est conclu. Les ministres de la zone euro et les représentants du Fonds monétaire international estiment que le pays, qui a fait voter un nouveau plan de rigueur, remplit les conditions pour le versement d'une aide. On a énormément travaillé. Nous nous sommes vus 3 fois et pendant 2 nuits. Mais nous l'avons fait. Et aujourd'hui, c'est un bon jour pour les membres de l'eurozone. Mission accomplie. La dette grecque sera ramenée à 124% du produit intérieur brut d'ici 2020, ce qui fait un allègement de 40 milliards d'euros. Athènes recevra aussi 43 milliards d'euros d'aide en plusieurs tranches. Elle aura aussi plus de temps pour rembourser sa dette. Une fois de plus, les Européens ont volé au secours de leurs partenaires. Mais dans 6 mois, le pays se retrouvera peut-être encore à court d'argent parce que sa dette aura augmenté et que les caisses seront vides. Alors, à quoi bon aider la Grèce ? Voilà, alors cette semaine, le regard d'un député britannique sur l'actualité européenne, Graham Watson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Parti des libéraux et démocrates pour l'Europe, donc européen convaincu et très impliqué ici au Parlement européen. On a entendu le ministre français de l'économie et des finances, Pierre Moscovici, qui s'exprimait d'ailleurs en anglais. Il estime que ce qui s'est passé récemment à l'Eurogroupe est un tournant pour la crise grecque. Est-ce que vous partagez son sentiment? Oui, je partage cette idée. C'est vrai que beaucoup mettent en question le coût de sauver la Grèce, mais le coût de ne pas sauver la Grèce pourrait être beaucoup plus haut. Nous sommes dans une position où les Allemands en premier lieu, mais tout le monde a décidé que la Grèce doit rester au sein de l'euro. Les Grecs même ont trouvé la discipline pour faire ce qu'il faut et donc nous irons de ce point-là pour l'avenir. Et c'est vrai que sur ce même plateau, il y a quelques mois, on se disait la même chose. On disait la Grèce est au bord du gouffre, il faut à nouveau donner de l'argent. Les Européens donnaient de l'argent. On a l'impression que c'est jamais suffisant. Est-ce que cette fois, la somme donnée, l'allègement de dettes consenties, des taux d'intérêt plus souples, est-ce que toutes ces mesures-là vont vraiment suffire pour que Athènes puisse se relever? Je pense qu'ils doivent suffire. Nous avons maintenant aussi l'expérience que porte le FMI dans ces choses-là. Et je pense que nous avons un plan qui va remettre la Grèce sur la bonne voie. Mais s'il y a une grande différence entre la situation actuelle et la situation d'ici un an, il y a un an, c'est que la détermination politique en Europe existe, ce qui n'était pas tout à fait le cas il y a un an. Et l'Allemagne n'était pas forcément très partante pour aider la Grèce. Finalement, le fait que l'Allemagne ait accepté d'aider les Grecs à compter, c'est ça? C'est difficile pour l'Allemagne, parce qu'à la fin, c'est eux qui ont la capacité de sauver la Grèce, mais évidemment, ils doivent confronter aussi leurs électeurs. Je trouve qu'ils ont fait le bon choix et j'espère que le gouvernement allemand aura la reconnaissance aux urnes pour ce qui a été fait. Est-ce que vous pensez que les Grecs ont fait assez d'efforts? Est-ce que les changements
qu'on attendait d'Athènes se sont faits, par exemple sur le front de la corruption notamment? Je pense que ce que fait le gouvernement actuel en Grèce, ce sont des mesures très importantes pour lutter contre la corruption, pour bien prendre les impôts que les gens ne payaient pas dans le passé. Ils ont fait une série de réformes aussi de réduire les coûts de l'État welfare en Grèce. Reste à voir si les Grecs supportent les mesures qui vont être mises en place. Mais si la Grèce ne les supporte pas, il ne s'agit pas de rester ou ne pas rester au sein de l'euro, mais plutôt de rester ou ne pas rester au sein de l'Union européenne. Et pour vous, c'est la seule voie possible, continuer, être solidaire d'Athènes, même s'il faut à chaque fois donner de plus en plus d'argent pour aider la Grèce, c'est la seule solution pour que la zone euro survive? Nous sommes solidaires avec Lisbonne, nous sommes solidaires avec Dublin, nous sommes solidaires avec Madrid, avec Nicosia. Il faut être solidaire aussi avec Athènes. La Grèce fait partie de l'Union européenne et on veut que ceci reste le cas. Alors on va ouvrir une page plus internationale, on va rejoindre dans un instant un collègue qui nous parlera spécifiquement de la situation au Mali. Et moi je voulais vous interroger sur la Palestine, puisque il y a une réunion importante qui se décide en ce moment à l'ONU au sujet du statut, du fameux statut de l'État palestinien. La France a dit qu'elle le reconnaîtrait. Les Européens la position européenne est plus floue. Vous-même, que dites-vous? Est-ce que la Palestine doit devenir le 194e État des Nations Unies? Je pense que la position de la France, qui est d'ailleurs la même que la position du Parlement européen qui a voté la semaine dernière, c'est que la Palestine doit être reconnue par l'ONU comme un État. Ce ne sera pas un État membre des Nations Unies comme d'autres, mais l'important c'est que ce qui était contenu dans les résolutions du Conseil de sécurité 242 et les autres soit reconnu officiellement par l'Assemblée et dans l'Assemblée de l'ONU. En tout cas, au moins, elle aura un statut, ce qui n'est pas le cas actuellement. Vous pensez que ça va compter ou ce sera uniquement symbolique? Nous sommes dans une position extrêmement difficile au Proche-Orient. Et d'abord, puisque les Israéliens ont un gouvernement qui est assez extrême, les Américains n'interviennent pas comme ils sont intervenus dans le passé pour restreindre les actions de l'Israël. Il faut que les Européennes jouent un rôle plus important et donc la reconnaissance du Palestine fait partie d'une approche globale beaucoup plus forte de l'Union européenne. Eh bien, on suivra cette question. Merci beaucoup, Graham Watson, d'avoir été avec nous sur le plateau d'Europe Hebdo. Tout de suite, donc, le zapping des télés européennes avec un focus sur la situation au Mali. C'est dans cette commune rurale de Diéma, à la frontière avec la Mauritanie, que l'enlèvement s'est produit. Ce ressortissant français a franchi hier vers 11 h le poste frontière de Gogi. Il venait de s'arrêter dans une radio locale de Diéma pour se connecter à Internet quand il a été enlevé par plusieurs hommes armés. Il y a une intervention militaire qui se prépare. Donc pour des terroristes, capturer un otage, c'est un moyen de faire pression. On ne la pensait pas possible avant au moins plusieurs mois, mais l'intervention militaire au Mali ne serait plus qu'une question de semaines, selon le ministre français de la Défense. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a donné mandat aux pays d'Afrique de l'Ouest de s'organiser pour qu'il y ait une intervention afin de rétablir la souveraineté du Mali. Officiellement, on joue encore la carte de la diplomatie, mais sur le terrain, les grandes manœuvres ont déjà commencé pour reconquérir le nord du Mali, une région grande comme 20 fois la Suisse, sous le contrôle de mouvances islamistes qui ont fait voler l'unité du Mali en éclats et instauré la charia à Gao et à Tombouctou, la perle du désert. Cette offensive islamiste n'est pas nouvelle, au contraire. Afrique de l'Ouest, 1836. Oumar Tall, chef de l'ethnie guerrière des Tout-Couleurs, rentre d'un pèlerinage à la Mecque et d'un séjour à l'université coranique Al-Azhar du Caire. Sa décision est prise, il va lancer un djihad. Il lève alors une armée de 30 000 hommes avec laquelle il se taille un empire dans l'actuel Mali.
Voilà pour ce petit tour d'horizon. Un nouvel invité est avec nous, Nicolas Gros-Verret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes correspondant à Bruxelles pour Ouest France et vous tenez un blog sur la défense européenne. Vous êtes bien renseigné sur ce qui se passe, ce qui se prépare en tout cas au Mali. Une opération pour libérer le nord du pays de l'emprise de groupes djihadistes armés. On ne va pas rentrer dans les détails, mais dites-nous en quelques mots, quelle sera la participation des Européens à ce dispositif? Il faut bien voir qu'il y a 3 opérations en une. Il y a quand même 3 opérations distinctes. La participation des Européens va se concentrer sur le renforcement, la restructuration, la remise sur pied de l'armée malienne, avec des formateurs. Environ 250 militaires qui vont partir à Bamako et aux environs pour aller reformer l'armée malienne et la restructurer. Un peu ce qu'ont fait les Européens en Ouganda avec l'armée somalienne, et quelque chose qui se poursuit et qui a eu un certain succès. C'est une mission d'accompagnement. C'est une mission, je dirais, on va dire de coopération militaire. C'est de coopération militaire assez classique finalement. Très classique. Les Européens ne vont pas la baptiser comme ça, mais c'est uniquement comme ça. Et d'ailleurs, il n'y aura pas que les Européens. Normalement, il pourrait y avoir d'autres pays non européens. Les Canadiens auraient été approchés. Ils pourraient aussi participer parce qu'ils ont été très présents au Mali. La deuxième opération, c'est celle de la CEDEAO, donc des pays africains, d'Afrique de l'Ouest avec d'autres pays, qui là va venir, je dirais, d'abord sécuriser le sud et ensuite remonter éventuellement et remonter sur le nord. Donc là, les Européens en tant que quantité ne vont pas fournir d'aide, mais chacun des pays va effectivement fournir un appui logistique de renseignement, de transport aérien. Il est évident qu'une opération ne peut pas se monter comme ça toute seule. Pour qu'on comprenne bien, il n'y aura pas de soldats européens plus ou moins Il n'y aura pas de soldats au combat. Il y aura mathématiquement, il faut bien des militaires au sol pour guider et pour assurer, rien que pour s'il y a du transport stratégique, il faut bien que les avions atterrissent quelque part. C'est plus une mission logistique. Mais là, on a une mission logistique, enfin, je dirais d'accompagnement assez lourde et sans doute avec des forces spéciales, des forces de renseignement. Les Africains n'ont pas de ça. Il y a une liste donnée par la CEDEAO aux différents alliés. Il y a l'ONU officiellement et donc les différents pays de l'ONU vont s'appuyer. Et ensuite, il y a un dialogue politique assez, je dirais, musclé, qui va essayer et des pressions qui vont essayer d'amener les mouvements rebelles à se scissionner et à s'asseoir à la table de négociation. Avec Madame Ashton, la haute représentante, ce dialogue, est-ce qu'elle participe à cette opération ou pas du tout? Est-ce qu'il y a un dialogue qui s'instaure? Pour l'instant, l'Europe réfléchit, c'est ça son problème, elle est quand même en retard d'une guerre, elle réfléchit à la nomination d'un représentant spécial au Sahel qui en fait serait à même de mener ces négociations. Il faut savoir qu'il y a déjà entre guillemets un Européen qui est nommé représentant spécial au nom de l'ONU, qui est Romano Prodi, qui d'une certaine façon effectue cette combinaison-là. Eh bien, merci Nicolas Gros-Verret pour cet éclairage éclair. Je renvoie sur votre blog Bruxelles 2 pour plus d'informations. Et on retrouve tout de suite François Baudonnet et son invité après ce reportage inédit sur une pratique douteuse. De plus en plus de sociétés belges ou françaises embauchent des chauffeurs routiers venus de certains pays de l'Est, et cela à très bas prix et dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière. C'est une enquête signée Ilana Azenkot et Johan Rolla. Une autoroute au sud de la Belgique. La pluie, toujours la pluie. Grégory, 53 ans, a passé plus de la moitié de sa vie ici, dans la cabine de son camion, à sillonner l'Europe jusqu'au Moyen-Orient. Ce soir-là, pourtant, la mission de ce chauffeur indépendant n'a plus grand-chose d'exotique. Une cinquantaine de kilomètres à peine, entre Liège et Namur. Ce matin, je suis parti livrer du lait, puis j'ai fait un ramassage des œufs. J'appelle ça tourner autour de l'église du village, moi. Il y a 4 ans, Grégory était à la tête d'une entreprise florissante. 5 personnes travaillaient pour lui. Aujourd'hui, ce patron n'a même plus de quoi se verser un salaire de chauffeur. Son avenir s'écrit comme les lignes de la route, en pointillés. C'est plus possible, hein, parce que les réponses à l'heure actuelle, c'est bon, mais si vous ne le faites pas, c'est un Lituanien ou un Slovaque ou un Tchèque ou un Polonais qui va le faire. Bon. J'ai envie d'arrêter, j'ai envie de tout plaquer, parce que c'est un métier que j'adore, je ne saurais rien faire d'autre, mais je suis dégoûté. J'en suis dégoûté. Sur fond d'ouverture des frontières et de libéralisation des transports, la chute a été brutale. Ce soir-là, les concurrents de Grégory ne dorment qu'à quelques mètres, à la lisière de l'autoroute. Sur 15 camions ici, il y en a peut-être 9
qui sont immatriculés dans les pays de l'Est, et le reste, c'est peut-être des Hollandais, des Belges. Mais bon, il y avait un film, Il était une fois dans l'Ouest, maintenant c'est Il était une fois dans l'Est. Drôle de western. Si cette main-d'œuvre low cost est venue par la route, c'est à proximité du plus grand port du pays qu'elle a trouvé refuge. Sur les docks d'Anvers ce jour-là, des centaines de chauffeurs attendent à l'abri des regards leurs marchandises. Ici, les journalistes ne sont pas les bienvenus. C'est en caméra cachée que nous allons à leur rencontre. Là, c'est les Tchèques, l'Ukraine et les Slovaques sont ici à gauche. Ces Polonais de Poznan s'apprêtent à passer à table, à l'arrière d'un camion. Sur le parking, pas de cuisine, seulement 3 WC et 2 douches pour plus de 500 personnes. On dort dans le camion, on mange dans le camion, faut se battre pour les toilettes. Oui, c'est difficile. Difficile, et quelques minutes plus tard, une autre question plus embarrassante encore. Vous attendez ici depuis longtemps? 4 semaines, 4. Non, non, dis pas ça. Ah bon? 3 jours. Mieux vaut mentir, car rester 4 semaines, c'est illégal. Un chauffeur étranger a 7 jours pour quitter le pays. Mais sans GPS, facile de tricher. Un peu plus loin, ce chauffeur roumain a lui aussi dépassé le délai. Son salaire de base, 150 €. C'est pas un salaire fixe. Vous êtes payé au kilomètre? Oui, c'est pas correct. Ma compagnie fait de gros profits sur notre dos. Des primes au kilomètre, autant dire une incitation à rouler. Là encore, la législation plafonne la conduite à 10 heures par jour, mais pour espérer gagner plus, beaucoup de conducteurs de l'Est falsifient les données de leur compteur électronique. Difficile de prendre la mesure des fraudes, seule certitude, pour ces travailleurs précaires, l'histoire va parfois beaucoup plus loin. Sur ces terres de repos, il y a 2 ans, presque jour pour jour, ce permanent syndical de la FGTB, équivalent belge de la CGT, a dû intervenir pour régler une situation sans précédent. L'employeur convoque tous les chauffeurs, qui sont en majorité les Slovaques, sur cette aire de stationnement. Ça fait 3 mois qu'ils n'ont pas été payés. Et on leur demande de descendre de leur camion. Une vingtaine de Slovaques tombés du camion. Et très vite, pour Philippe Dumortier, une autre surprise. Derrière leur société, un employeur belge. Le représentant légal, donc à M. David Fauquet, avec un salaire mensuel de 497 €. Des sociétés belges auraient-elles recours à ce dumping? C'est le début d'une longue enquête. Fait unique en Europe, début 2012, le syndicat se rend à Bratislava. Équipé d'une caméra cachée, cet homme se fait passer pour un employeur souhaitant implanter une société fictive. C'est un tout petit bâtiment, il y a 250 sociétés à l'intérieur, donc enfin, c'est illogique parce qu'il n'y a pas 250 bureaux dans ce type de bâtiment-là. Mais par contre, il y a toute une série de boîtes aux lettres juste derrière la porte vitrée là, et le nombre de boîtes aux lettres est assez impressionnant. Pour Alain Durand, la pêche est miraculeuse. Sur les murs de boîtes aux lettres, des centaines de filiales fictives de sociétés bien réelles, venues faire le plein de travailleurs dans un pays à la fiscalité avantageuse. C'est illégal étant donné que la société n'est pas dirigée depuis le pays, qu'il n'y a aucun camion sur le territoire. Il manque certainement un point capital, un article capital, qui donnerait la possibilité à un pays membre de la communauté européenne de porter plainte sur un autre État. Problème de moyens ou de volonté politique, malgré l'entorse aux directives européennes, les poursuites restent rares. Dans 1 an, les syndicats redoutent même une nouvelle déréglementation des transports, une aubaine pour les grands groupes, synonyme de disparition pour les plus fragiles. Voilà pour cette enquête édifiante signée Johan Rolla. Pervenche Berès, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne française, vous êtes socialiste. Quand on voit ce qu'on vient de voir dans ce reportage, des chauffeurs de l'Est de l'Europe qui sont payés 500 € par mois, est-ce que ce n'est pas ce genre de phénomène qui
participe du manque de popularité de l'Europe? Est-ce qu'en clair, c'est pas ça qui va brouiller l'image de l'Europe? Mais vous avez totalement raison. Et ce dossier des transporteurs routiers, leur temps de travail, c'est le premier dossier dont j'ai eu à me saisir lorsque j'ai été élu président de la Commission emploi et affaires sociales en 2009. Or, derrière tout ça, il y a la question de savoir comment est-ce que les États membres acceptent de progresser en matière de lutte contre le dumping social. C'est aussi un débat entre États membres, mais n'oublions pas que derrière, il y a parfois, me semble-t-il, la question de savoir si c'est une majorité progressiste ou pas qui est aux responsabilités. Donc je ne voudrais pas que lorsque nous aurons le rendez-vous en 2014, eh bien, on brouille les cartes. Si nous voulons avancer dans ce sens-là, eh bien, nous avons aussi besoin d'avoir une majorité plus progressiste ici au Parlement européen. Mais les citoyens européens qui regardent ce reportage et qui connaissent la réalité, parce que c'est un phénomène dans le secteur routier, mais on le voit aussi dans le bâtiment, on le voit aussi dans le nettoyage. Il y a énormément de secteurs, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que vous dites? Est-ce que c'est, je dirais, la faute de l'Europe, ce qui est en train de se passer aujourd'hui? En tout cas, c'est parce qu'il manque un outil dans la construction européenne, qui est bien toute la question de la dimension sociale. C'est pas assez d'Europe ou au contraire c'est trop d'Europe? Mais bien sûr que c'est pas assez d'Europe, parce que lorsqu'on a fait l'élargissement, que l'on ait ouvert les frontières et les routes, ça paraît normal. On ne peut pas à la fois faire l'élargissement et remettre des frontières à l'intérieur de l'Union européenne. C'est totalement contraire à toute l'idée de l'Union européenne, y compris dans la libre circulation des personnes. Mais derrière, ça veut dire qu'il faut progresser dans l'harmonisation sociale. En 2002, il y a une législation qui a été élaborée, qui est rentrée en vigueur en 2009, qui prévoit de contrôler dans le domaine des transporteurs routiers ce qu'on appelle les indépendants. Or, cette législation, la Commission a voulu la corriger pour exclure les indépendants du champ d'application de cette directive. Et le Parlement a refusé cela. Ça a été une victoire très importante. Mais la difficulté, c'est que la Commission ne sanctionne pas les États membres qui ne contrôlent pas leurs indépendants. Alors, attendez, là, si je puis me permettre, vous nous faites de la cuisine interne européenne. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à ces chauffeurs routiers, ces indépendants, il y avait un chauffeur routier indépendant, qui sont en train de perdre leur travail? Il y a toute une filière, par exemple en France, mais aussi en Belgique, qui est en train de disparaître parce que justement, il y a une invasion, alors le terme est un peu barbare, mais en tout cas de ces chauffeurs routiers venus de l'Est. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Est-ce que les choses avancent? Est-ce qu'ils vont être protégés? Ou est-ce que c'est fini pour eux? En tout cas, je peux vous dire que ici, nous nous battons, mais nous ne sommes pas toujours majoritaires pour le faire. Donc c'est bien une question politique. Il faut transformer la donne et permettre que ceux qui sont en faveur de davantage d'harmonisation sociale soient majoritaires au Parlement européen, à la Commission. Je m'excuse, c'est notre cuisine de gouvernance, mais c'est le rapport de force qui permettra d'avancer sur ces questions-là. Ce que vous avez montré dans le reportage, c'est très significatif. Ce sont aussi des sociétés belges, françaises ou autres qui ont développé des filiales dans ces pays pour bénéficier des conditions sociales et fiscales de recrutement de faux indépendants qui viennent ensuite faire concurrence aux travailleurs dans nos pays. Ce que vous nous dites, c'est que c'est un peu facile de jeter la pierre sur les pays de l'Est de l'Europe, mais qu'il y a ici, de ce côté de l'Europe, des gens qui en profitent. Mais bien sûr. Lorsque une société belge ou française multiplie les filiales en Slovaquie ou en Pologne pour pouvoir recruter des personnes sur place aux conditions de travail sur place, c'est bien une condition qui contribue à ce dumping. Est-ce qu'elles ont le choix? Si elles ne le font pas, de toute façon, on peut dire que d'autres le feront. Et est-ce qu'elles ont le choix réellement? Le choix, on l'a toujours. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on se bat ensuite pour harmoniser les conditions. C'est important pour eux en termes de concurrence. C'est aussi majeur en termes de conditions sociales. Enfin, vous avez vu les conditions de vie de ces gens. On ne peut pas considérer, de ces chauffeurs routiers, on ne peut pas considérer que ce soit digne d'un modèle social européen. Mais c'est aussi une question de sécurité routière. Parce que ces chauffeurs, dans ces conditions de travail sur les routes, ils doivent faire des kilomètres. Absolument. Alors on va regarder, écouter une question qui est posée justement à votre attention par ce syndicaliste belge, et puis ensuite on revient avec vous, on l'écoute. Le règlement qui régit l'implantation d'une société de transport dans un pays membre de la communauté européenne stipule certaines choses, et notamment que la société doit disposer dans ce même pays d'un bâtiment administratif et d'un bâtiment technique. Or, ce que nous avons constaté à Bratislava lors de notre expédition début 2012, c'est tout simplement que ces sociétés n'existent pas, ou elles existent uniquement sur papier. Que comptez-vous faire?
pour résorber ce problème-là, pour anéantir tout simplement la fraude fiscale et la fraude sociale qui est organisée. Alors Pervenche Berès, quelle est votre réponse? C'est une très très bonne question parce que c'est ce qu'on appelle la pratique des sociétés boîte à lettres, c'est-à-dire une coquille vide. Pour cela, il faut à la fois, je vous le disais, que la Commission européenne lutte contre les faux indépendants, qu'elle oblige les États membres à contrôler ce qui se passe dans le secteur des transports comme dans d'autres secteurs, par exemple dans le secteur de la construction, où ce type de phénomène existe aussi. Il faut que la chaîne de responsabilité soit définie parce qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a ces filiales, ces sociétés boîte à lettres, eh bien souvent la société mère ne s'occupe pas de ce qui se passe dans la filiale. Et il faut pour qu'elle soit responsable aussi des conditions d'application de la législation. Et puis il faut que nous progressions pour que la question des conditions de travail, de durée de travail, puisse être mieux harmonisée au niveau européen. Il faut savoir que la proposition que nous avons rejetée prévoyait par exemple que des indépendants puissent travailler, donc officiellement, entre 84, voire pouvaient travailler 84, voire 86 heures par semaine. Alors quelle est la limite entre la légalité et l'illégalité? Ces compagnies qui font ça, qui font travailler des chauffeurs, alors on disait polonais, mais c'est slovaque aussi également, est-ce qu'elles sont dans la légalité ou est-ce qu'elles sont carrément dans l'illégalité? Non, manifestement, quand on voit les conditions de vie de ces chauffeurs routiers, on ne peut pas considérer que ce soit la légalité. Mais c'est vrai qu'il y a des failles dans le degré d'harmonisation sociale, qui est, tout le monde le sait, beaucoup moins développé que la libre circulation des biens et des marchandises, qui conduisent à ces situations où de telles failles peuvent se développer. Alors ce sont des failles qui sont liées à la législation européenne. En revanche, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de contrôle, ou en tout cas pas assez, et ces contrôles normalement doivent être faits par les États membres, donc en l'occurrence par la France ou par la Belgique. Pourquoi est-ce que ces États membres ne le font pas? Bien parce que d'une certaine manière, il y a une complicité où ils protègent leur secteur national. Et c'est là où je pense que la Commission a aussi une responsabilité. Attendez, pardon, j'aimerais comprendre. Le fait de ne pas contrôler les chauffeurs routiers slovaques ou polonais en France, c'est pour protéger le secteur national? Non, c'est un espèce Il y a des contrôles qui sont exercés, hein. Mais il faut aussi savoir que dans les conditions de rigueur budgétaire, ces contrôles sont chers, sont parfois difficiles à organiser, créent des climats de tension sur des lieux de circulation, de confrontation entre chauffeurs, on l'a très bien vu dans votre reportage, qui rendent les choses difficiles. Mais ici, au niveau du Parlement européen, moi ce que je constate aussi, c'est que la Commission européenne ne développe pas les outils qu'elle a vis-à-vis des États membres qui n'appliquent pas bien la législation, notamment le fait que les indépendants doivent être couverts par la législation en matière de temps de travail. Le message est envoyé à José Manuel Barroso, le président de la Commission européenne. Pervenche Berès, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Europe Hebdo. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, bonne suite de programmes sur les chaînes parlementaires.